Aujourd'hui, on va essayer d'étudier le système du pendule asymétrique à l'aide de méthodes énergétiques. Le système est constitué d'un disque pouvant tourner presque sans effort autour d'un axe horizontal. Grâce au matériel préparé par notre responsable de laboratoire, merci Vincent, on dispose d'un tel disque gradué en degrés sur le pourtour et tel qu'il y a un trou disposé tous les 5 degrés. On en fera usage dans un TP ultérieur. On peut fixer sur ce disque une masse grand M à une distance d variable, telle que l'ensemble se comporte à présent comme un pendule simple. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va rajouter une seconde masse, petit m, accrochée à un fil vertical, lui-même enroulé autour de l'axe central de rayon petit m. Dans cette configuration, le disque va tourner d'un certain angle avant de se retrouver à l'équilibre lorsque le moment du poids de la masse grand M, qui vaut ici plus mgd fois sinus θ, car le bras de levier vaut d sinus θ, compense exactement celui qui vaut moins mg fois le bras de levier r de la masse petit m. On aura donc une position d'équilibre telle que sinus θ à l'équilibre soit égal à mr sur md. Pour faire la mesure, on rajoute successivement des masses au fil pour accroître petit m et on mesure la déviation depuis une référence repérée ici par un support annexe. On observe bien une augmentation de l'angle à l'équilibre à mesure que petit m augmente et le traitement informatique permet de confirmer la dépendance linéaire. En calculant le coefficient directeur, on peut en déduire une mesure du rayon de l'axe normalement usiné pour être presque parfaitement égal à 1 cm. On trouve ici un petit écart menant à un rayon légèrement plus grand. Mais est-ce que c'est compatible avec la valeur fournie ou faut-il chercher une autre raison? Pour cela, on dégaine un petit tirage de Monte-Carlo. Les mesures d'angle sont les plus incertaines, bien qu'elles soient bien encadrées. On prend donc une distribution uniforme des valeurs à 1 degré autour de la valeur mesurée. Les masses ajoutées sont connues au gramme près, d'où un autre tirage uniforme de la genre 1 gramme pour prendre en compte le fait que je n'ai pas mesuré la somme des masses à chaque fois. Mais chut, on ne dit rien. On procède alors à 10 000 reproductions de l'expérience initiale en changeant un petit peu les angles et les masses associées et on calcule le petit r correspondant en faisant une moyenne sur toutes les valeurs. On le stocke dans une liste et à la fin on regarde la valeur moyenne de la liste des valeurs obtenues ainsi que la dispersion de ces valeurs par le calcul de l'écart type. On trouve ici un décalage systématique vers le haut avec une valeur de près de 1,07 cm en moyenne et une incertitude type d'1 centième de centimètre. Voyons si c'est compatible avec la valeur mesurée au pied à coulisses. La mesure donne un diamètre de 2 cm à 1 centième de millimètre près. En mettant cela dans un z-score, on trouve une valeur proche de 5, bien trop éloignée de 2 pour pouvoir être considérée comme compatible. Il faut donc se rendre à l'évidence, on a oublié quelque chose. En fait, il existe une explication simple, le fil d'attache n'est pas infiniment fin. Il a une certaine épaisseur et la masse suspendue est alors déviée d'une demi-épaisseur de fil, soit environ un demi-millimètre, et produit un mouvement légèrement plus important. Mais allons un cran plus loin pour illustrer le fait qu'il y ait des énergies potentielles à l'œuvre dans ce système. Les seules forces extérieures qui travaillent quand on prend le système disque plus masse grand M plus fil plus masse petit m, ce sont les poids des deux masses. Avec un axe dz orienté vers le bas, on peut écrire l'énergie potentielle de pesanteur sous la forme de moins mgz petit m moins grand m gz grand M plus une certaine constante. On va choisir a posteriori la constante pour que l'énergie potentielle soit nulle en θ égale 0 pour simplifier la représentation graphique. En mettant l'origine des coordonnées au centre du disque, on a que z grand M vaut d cosinus θ d'une part, et d'autre part, la quantité de fil qui se dévide autour de l'axe quand le disque tourne d'un angle θ depuis 0 est donnée par rθ. Ainsi, la profondeur de la masse petit m vaut un certain grand L plus rθ où ce grand L est la longueur du fil quand θ vaut 0. En ajustant la constante pour que l'énergie potentielle dans θ égale 0 vaille 0, l'énergie s'écrit alors moins mgr θ plus grand M gd facteur de 1 moins cos θ. La donnée de cette énergie potentielle permet de retrouver l'expression des positions d'équilibre, qui sont telles que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à θ vaille 0. On retrouve bien le lien sinus θ équilibre égale petit mr sur grand md. Quand on représente le graphe en énergie potentielle pour chacune des masses petit m utilisées pour les mesures, on peut y rajouter la valeur de l'énergie pour la position d'équilibre θ trouvée. Ce point isolé devrait, si les mesures sont correctes, se retrouver pile dans le creux d'énergie potentielle, et c'est bien ce qu'on observe pour la plupart des valeurs mesurées. Mais cette énergie potentielle nous permet d'aller encore un peu plus loin en utilisant de l'approximation harmonique. Voir la petite vidéo qui s'affiche dans le coin supérieur droit. Celle-ci permet de développer alors l'énergie potentielle autour de l'équilibre en posant θ qui est égal à θ de l'équilibre plus un certain epsilon, qui va être petit.
Alors, on a automatiquement que l'énergie potentielle s'écrit l'énergie potentielle pour la position d'équilibre, plus la dérivée seconde de l'énergie potentielle à la position d'équilibre multipliée par epsilon carré sur 2. Pour trouver l'équation différentielle d'évolution, on invoque la conservation de l'énergie mécanique, mais il reste à calculer les vitesses des deux particules. La masse petit m a un mouvement de translation suivant z, d'où une vitesse z point qui vaut aussi rθ point, puisqu'on avait z qui valait L plus rθ, et la masse grand M, quant à elle, a un mouvement de rotation à une distance d du centre, d'où une vitesse d fois θ point. À ces deux énergies cinétiques, il faut penser à rajouter celle non négligeable du disque, calculable à partir de son moment d'inertie et de sa vitesse angulaire, qui vaut par définition aussi θ point. La dérivation de l'énergie mécanique mène par les artifices habituels à l'équation d'oscillateur harmonique suivante, où l'on peut faire apparaître une pulsation propre ω0 qui vaut la fameuse dérivée seconde en θ divisée par l'ensemble I disque plus grand M d carré plus petit m r carré. La dérivée seconde est directement exprimable avec θ sous la forme mgd cosinus de θ et donc calculable avec les valeurs mesurées précédemment. On peut donc calculer I disque si on a pris le soin de faire une mesure de période pour des petites oscillations autour de l'équilibre pour chacun des équilibres précédents. Les différentes valeurs obtenues fluctuent, c'est normal, mais on peut justement en déduire une incertitude type liée à la variabilité des valeurs obtenues en prenant l'écart type en n-1, avec l'instruction DDOF égale 1 dans NumPy, et en divisant par la racine du nombre de mesures, puisqu'ici on veut l'incertitude sur la valeur moyenne mesurée. On obtient ici un moment d'inertie du disque de l'ordre de 5000 g/cm², à comparer avec l'estimation grossière qu'on peut faire en pesant le disque de plastique à multiplier par le carré du rayon et diviser par 2, comme si c'était un cylindre homogène. On voit que l'ordre de grandeur reste le bon. Une petite note concernant la mesure d'une période d'oscillation. Déjà, pour plus de précision, il faut compter plusieurs périodes pour ensuite diviser le temps obtenu par le nombre de périodes. Cela peut être n'importe quel nombre, mais autant prendre 10 pour pouvoir faire le calcul de conversion de tête. Et ensuite, il faut absolument faire attention à bien compter un 0 quand on appuie sur le chronomètre, et pas 1 comme on peut être tenté de le faire. En effet, au moment où démarre le chronomètre, on en est à 0 période, le 1 n'arrivant qu'après un aller-retour.